Alors heureusement que j'ai cette radio qui marche parce qu'elle me redonne du courage pour restaurer celle-ci, parce que celle-ci, plus j'avance, pire c'est. En fait, plus j'avance et plus je découvre de nouveaux problèmes. Ça, c'est rien du tout, hein, c'est un tout petit exemple. Mais là, je pense que je vais avoir des gros problèmes, j'y reviendrai beaucoup plus tard. En résumé, plus j'avance et moins je crois que je vais arriver à la refaire marcher. Parce qu'en fait, à tout moment, je suis pas à l'abri de tomber sur un truc qui fait que c'est game over, quoi. Par exemple, en ouvrant ça, il y a tout ça qui est tombé, donc je sais même pas comment ça va, à quoi ça sert. Ça, en enlevant, en essayant de l'ouvrir, je me suis rendu compte que les fils, en fait, les isolants des fils, ils sont complètement cuits. Donc les fils se mettent à nu. Avec tous les fils qu'il y a là-bas dessous sous le châssis, je me dis si toutes les gaines sont cuites, à peine je vais toucher un fil, ça va tout partir en brioche. Voilà, pour l'instant j'avance, mais je sais pas jusqu'où je vais pouvoir aller, parce que j'ai l'impression qu'à tout moment je vais me retrouver face à un game over. J'ai l'impression d'être comme un funambule qui marche sur un fil et à tout moment je peux tomber de mon fil. Comme vous l'avez compris, je pense, vous avez vu que je suis une vraie quiche en réfection, en restauration de radio, parce que j'y connais vraiment rien en ce domaine. Et toute cette restauration, comme la précédente, je l'ai fait comme un petit peu un apprenti qui travaillerait sous les conseils d'un professionnel. Et là, c'est Joël qui me pilote de A à Z pour toute la restauration de cette radio. Sans lui, je serais incapable de rien faire, je le redis. Donc là, il m'avait trouvé le schéma, l'équivalent du schéma de ma radio. Je crois que j'en ai parlé dans un précédent épisode, parce qu'elle est bien datée de 1935, donc c'est à peu près l'année de ma radio. Et il me garantit que c'est le schéma équivalent de ma radio. Le problème, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de marque. Sur la radio que je restaure, il n'y a aucune marque. Et il m'expliquait que c'est parce que c'était des petits constructeurs régionaux qui se servaient de plans comme ça, qui étaient un petit peu, on va dire, universels, et ils reproduisaient les radios avec un peu toujours les mêmes lampes et le même style de schéma. Donc là, pour l'instant, il s'avère que ce schéma, il a l'air de bien correspondre à ma radio. On l'a vu notamment pour la partie transformateur d'alimentation. Et là, dans cet épisode, je vais m'atteler maintenant au condensateur. Donc moi, je ne sais pas quel condensateur il faut changer. Donc c'est Joël qui m'a encore dit, voilà, je t'ai entouré les condensateurs qu'il faut changer. Il y en a 11. Il y a celui-là qu'on a retrouvé aussi après. Et du coup, j'ai noté les références de ces condensateurs sur un tableau qu'on a regardé ici. Ces condensateurs, les voilà, je les ai renotés ici. Il y en a un de 2000 picofarad ou 2 nanofarad, 4 de 0,1 microfarad ou 100 nanofarad, 1 de 0,1 microfarad ou 100 nanofarad, 1 de 0,01 microfarad ou 10 nanofarad. Donc ça, ce sont des céramiques. Ensuite, il y a les électrochimiques. Il y a les deux fameux de 10 microfarad en 500 volts qu'il faudra changer. Un de 2 microfarad et un de 20 microfarad. Donc ça, ce sont des électrochimiques. Alors, une fois qu'il m'avait donné ça, pareil, comme j'y connais rien, j'ai dit oui, mais il faut quelle tension? Donc il m'a redonné les tensions aussi. Donc là, c'est 630 volts, 250 volts, 400 volts, 630 volts, 500 volts, 25 volts, 35 volts. Donc arrivé à ce stade-là, je me suis dit, avant de me précipiter à les acheter, je vais aller voir dans mes stocks de condensateurs. J'en avais récupéré plusieurs d'une école en Suisse qui m'avait donné plein de fournitures. Et en fouillant dans tous mes stocks, j'ai réussi à en trouver quand même pas mal, que j'ai repositionné ici sur la feuille. Donc là, par exemple, celui de 2000 picofarad ou 2 nanofarad en 630 volts, pareil, avec l'aide de Joël, j'ai dit, j'ai celui-là, qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'il m'a dit, t'en as pas un qui est gros comme ça, sous cette forme? Ah tiens, je reçois bien le morceau. Je vous dis, ça me motive, je laisse parce que ça me motive. Et celui-là, je vais zoomer pour vous montrer. Comme vous le voyez, c'est un céramique, il est donc non polarisé, il est assez gros, hein. Il est donné pour 3300 picots, c'est-à-dire 3,3 nanofarad, alors que Joël m'avait dit qu'il en fallait un de 2 nanos, donc je lui ai dit, est-ce que ça peut convenir? Il me dit, oui, c'est bon, c'est bon. Et pareil, après au niveau tension, on voit que c'est marqué 400 volts, alors que Joël m'avait dit qu'il en fallait un de 630 volts. Donc je pensais que c'était pas bon, mais en fait, si on regarde bien, c'est marqué 400 volts avec le signal alternatif. Donc il m'a dit, si, c'est bon, parce qu'il est donné pour 400 volts en alternatif. Alors que nous, tous les condensateurs qui sont là-dessous, c'est de la tension en continu qu'il m'a donné. Parce que c'est derrière la valve qui fait redressement. Donc ça sera tout des tensions continues pour ces condensateurs. Donc là, il m'a dit, celui-là, c'est bon, il pourra faire l'affaire. Ensuite, pour les 4 de 0,1 microfarad ou 100 nanofarad, dans mes stocks, j'ai trouvé ceux-là qui vont très bien, parce que c'est écrit dessus 0,1, 20, 250. Donc 0,1, c'est 0,1 microfarad. 20, c'est la tolérance. Et 250, c'est les volts. Donc les 4 là, c'est bon, j'ai pas besoin de les acheter. Ensuite, il m'en faut un de 0,1 microfarad
donc 100 nanofarad mais en 400 volts. Et là j'ai trouvé les deux là, qui sont marqués 0,22 microfarad, 400 volts. Si je les branche en série, ça fera un équivalent de 0,11 microfarad, c'est-à-dire 110 nanofarad en 400 volts. Donc ils feront l'affaire pour le 100 nanofarad 400 volts. Par contre, le 10 nanofarad en 630 volts, j'en ai pas, donc celui-là, il faudra que je l'achète. Pareil, les deux de 10 microfarad 500 volts, je ne les ai pas, donc il faudra que je les achète. Après ici, j'ai un de 2 microfarad 25 volts. Eh bien, celui-ci fait l'affaire, parce que c'est marqué dessus, 2,2 microfarad, 10 et 100. Donc 10, c'est la tolérance, et 100, c'est 100 volts. Donc qui peut le plus, peut le moins. S'il fait 100 volts, il fera 25 volts. Et puis enfin le dernier, 20 microfarad 35 volts. Eh bien j'avais celui-là en stock qui fera l'affaire. C'est écrit dessus 22 microfarad 100 volts. Donc du coup j'en ai plus que 3 à acheter. Pour les condensateurs à acheter, donc Joël m'a dit tu devrais en trouver sur RS particulier. Donc il faut vraiment mettre particulier parce que si on met RS c'est pour les professionnels. Et effectivement c'est là que j'ai trouvé mes deux fameux condensateurs 10 microfarad 500 volts. Parce qu'il m'a dit 500 volts, c'est pas sûr que tu arrives à en trouver. Enfin bon, tu verras bien. Mais si, il y en a. Donc là, c'est bon, ils sont dans le panier. Et puis le fameux 10 nano, 630 volts. Pareil, par contre, ça s'achète par 5. Bah tant pis. Et là, mine de rien, j'en ai quand même pour, avec les frais de port, 10 euros de frais de port. Donc j'en ai quand même pour 18 euros, rien que pour les condensateurs. Mais bon, je vais faire la commande, je suis obligé. Pour pas faire de bêtises, j'ai repositionné mes condensateurs à souder sur cette feuille où je remarque les caractéristiques des condensateurs que c'est censé remplacer. Parce que pour certains, autant ceux-là ont exactement les mêmes valeurs, mais par exemple là, c'est deux en parallèle pour celui-là. Celui-là, c'est pas tout à fait les mêmes valeurs, et celui-là, c'est pas tout à fait les mêmes valeurs, mais ils sont compatibles. Maintenant, je reviens au châssis pour commencer à gérer les premiers problèmes. Alors pour ça, il va falloir que je m'occupe de ça, ouvrir ça pour justement sortir les deux condensateurs que je dois remplacer, les 10 microfarad. Là-dedans, je vais avoir des gros soucis parce que les fils sont pétés. Il y avait des fils qui venaient, qui avaient ça au bout. Là, il y avait un fil comme ça qui venait sur les tétons des lampes. Donc il va falloir que j'ouvre ça. En plus, celui-là, il a deux vis qui se barrent, qui sont comme ça, là, qui se barrent. Donc ça veut dire que il doit y avoir un souci à l'intérieur. Donc il faudra que je regarde ça. Et puis, surtout après, il y a toute la partie dessous le châssis. Bon là bien sûr j'ai ces trois fils là mais ça on y reviendra beaucoup plus tard. Donc là je vais déjà retourner le châssis pour vous montrer la première chose que je vais faire dessous. Donc je vais déjà le mettre debout comme ça. Il faut que je trouve un moyen pour le faire tenir sans que ça appuie sur les tubes qui sont, enfin sur les tubes métalliques qui sont derrière. Je vais le caler et je vous reprends. Bon en fait je l'ai mis à la verticale parce que c'est comme ça qu'il tient le mieux. Il s'appuie derrière sur le transfo donc ça force sur rien du tout. Alors maintenant la première chose que je vais vous montrer qu'il faut faire c'est ça. Je vais m'approcher pour que vous voyez mieux. Voilà, ce condensateur comme vous pouvez le voir il est complètement explosé. Et il venait se fixer là-dessous sur le châssis. Donc Joël m'a dit, celui-là, il se prend sur le potentiomètre, il allait à la masse, donc tu peux carrément le virer. Donc on va tout de suite le couper, parce que là, il nous servira à rien du tout. Et il vaut mieux l'enlever directement. De toute façon, il est foutu. Il m'a dit, tu le vires. Et on ne va pas le remplacer. Donc là, je vais tout de suite le couper. Et voilà. Celui-là, terminé. Comme vous le voyez, il était complètement explosé. Allez, poubelle. Alors je rappelle, hein, le condensateur que je viens d'enlever, il était ici. Il était relié au potentiomètre qui correspond, on va dire, au bouton de volume et de marche arrêt. Puisqu'on entend le clic. Voilà. Donc là c'est arrêt, marche et volume sonore. Tout à l'heure, je vous ai montré sur ce schéma les condensateurs que je devais changer. Donc, ok, maintenant, je sais lesquels je dois changer, leur valeur, je connais leur tension parce que je les ai mis sur une feuille. Je vais bientôt les avoir, mais par contre, concrètement, pour l'instant, là-dedans, je ne sais pas du tout où ils sont. Et c'est pas dit qu'avec ce schéma, j'arrive à les retrouver.
Alors pour l'instant, je vais en rester là pour les condensateurs, parce que j'attends de recevoir ceux que j'ai commandés chez Radiosphere. Et je vais revenir tout de suite sur le dessus du châssis, parce que j'ai quelque chose qui m'inquiète un petit peu. Je vais vous expliquer. C'est donc ces deux tubes-là, et puis celui-ci. Maintenant, ce que je vais faire, je vais tout de suite dévisser celui-ci pour voir comment c'est foutu dedans. Donc pour ça, je retourne de nouveau le châssis comme ça. Il se trouve que c'est ici, donc je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Ici, c'est le support de fixation du tube qui contient les deux condensateurs qu'on appelle cartouches, parce que justement, ils peuvent péter comme des cartouches. Donc comme on m'a dit qu'il fallait tout de suite les changer, ceux-là, faut pas hésiter, c'est impératif, sinon dès qu'on met sous tension, ils peuvent nous péter à la gueule. Et bien déjà, je vais tout de suite commencer par dévisser ça pour sortir justement le boîtier, le cylindre qui est de l'autre côté du châssis. Donc je vous cache pas que j'avais commencé avant avec une clé, donc comme ça j'ai juste à le finir. Par contre, quand j'ai dévissé avec la clé, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si vous verrez, mais les gaines ici des fils sont parties en petits morceaux, parce que la gaine est complètement cuite, donc je me retrouve avec deux fils à nu ici. Donc j'espère que la suite de la gaine ne va pas me va pas me rester dans les mains, parce que là il va falloir que je vienne souder ici sur ces deux fils les deux nouveaux condensateurs que je viens d'acheter chez Radiosphere. Donc là je finis d'enlever la collerette. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, je ne peux pas sortir le tube. Vous voyez, le tube il est là, je ne peux pas le sortir parce qu'il y a les fils qui retiennent. En plus, ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite tresse. Je vais zoomer. La tresse qui est là, en fait, elle sert simplement à mieux faire contact entre le tube en aluminium et le châssis. Parce que je vous rappelle, là-dedans, il y a deux condensateurs. Mais comme vous le voyez, il n'y a que deux fils qui sortent. Donc j'ai dit à Joël, mais comment ça se fait qu'il n'y a que deux fils qui sortent? Eh bien en fait, ce sont que les deux positifs des deux condensateurs, et les négatifs, ils sont reliés au tube en alu, qui est lui-même relié au châssis. Donc en fait, ce sont les moins des condensateurs qui sont reliés à la masse. Et cette tresse, il me dit qu'elle a été rajoutée après, sans doute, c'est pas d'origine, pour aider à mieux faire contact, parce que ça devait être encrassé, et effectivement on voit que c'est dégueulasse, pour faire contact entre le châssis, la masse et le tube aluminium qui est relié au moins des condensateurs. Donc là, a priori, ça ne s'ouvre pas. Le seul moyen qui aurait dû ouvrir, ça serait peut-être de couper la Dremel, de détordre la collerette pour pouvoir y sortir de la vis, là, de la douille. Donc je sais encore pas comment je vais faire. Après, l'autre solution, ça serait carrément de couper les fils, mais ça veut dire que je pourrais plus mettre mes deux condensateurs là-dedans, parce que les fils seraient trop courts. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je les mette sous le châssis. Donc pour l'instant, j'ai encore pas pris ma décision, mais moi j'ai quand même bien envie d'ouvrir ça. Donc je vais voir ce que je décide, je vous reprends après. Pendant que je réfléchis, je vous montre le schéma de ces fameux deux condensateurs. Donc qui sont électrochimiques, 10 microfarads 500 volts. Le plus de l'un ira vers une lampe, le plus de l'autre ira vers le transfo 5 volts. Alors d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on me dit de prendre du 500 volts alors que là, ça serait vers le transfo 5 volts, donc pour l'instant, je ne maîtrise pas. Et les deux moins seront reliés ensemble à la masse. Et la liaison à la masse va se faire à travers le tube aluminium et le châssis. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que deux fils qui sortent de ce tube. Ce sont les deux positifs ici. Les deux condensateurs cartouches qui sont là-dedans sont bien marqués 8 plus 8 microfarads. TS 500 volts, TP 550 volts. Et effectivement, il marque bien négatif à la masse. Et ça correspond en fait aux deux condensateurs qui sont ici sur le schéma. Tout de suite derrière le transfo d'alimentation et derrière la lampe 80. Bon, finalement, j'ai décidé de l'ouvrir comme une boîte de conserve. C'est peut-être pas le meilleur choix que j'ai fait, mais je fais comme ça. Bon, en fait, c'est massacre à la tronçonneuse. Et je pense que le truc, il s'est pété. Donc j'arrive toujours pas à sortir ce fameux corps noir du tube, parce que je voulais garder le tube. Donc je pense que je vais finir par couper les fils, il restera un trou et puis le tube il ira à la poubelle. En fait, ce que j'aurais dû faire, si je voulais conserver le tube sur le châssis, c'était tout simplement couper les fils à ras, et puis comme ça il restait là, quoi. Alors que là maintenant il est tout massacré, donc de toute façon je vais devoir le virer. Allez, je vais couper les fils et je le vire. Voilà, j'ai coupé les fils et je vire ça. Du coup il me reste les deux fils. Et il faudra que je pense à relier du coup les moins des condensateurs au châssis, à la masse.
Donc les condensateurs, je les fixerai sur le dessous du châssis, je pense que j'ai la place. Et puis maintenant, je vais vous montrer un autre problème. L'autre problème, et pas des moindres, c'est ces deux tubes-là. Donc pour l'instant, je ne sais pas à quoi ça sert, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais ce que je sais, c'est que là, j'ai des lampes comme ça avec un téton dessus, avec un connecteur. Et le connecteur, il y a une lampe qui rentrait dans celui-là, et l'autre lampe qui rentrait dans celui-là. Et les fils ont été arrachés. Et j'ai remarqué aussi que là, j'ai une vis qui se balade. La deuxième, il faut que je la retrouve d'ailleurs. Mais si je prends un tournevis aimanté, autant celles-ci, elles tiennent, parce que je m'en suis rendu compte quand je tournais le châssis que j'avais deux vis qui tombaient. C'est les deux vis ici. Voilà. Donc ça veut dire que elles sont dans le vide, il n'y a plus rien, donc ça veut dire qu'il manque quelque chose là-bas dedans. Donc là, je vais la sortir. Je rappelle, je maîtrise absolument rien du tout dans la restauration de cette radio. Je suis comme un apprenti qui ferait tout sous les consignes de mon maître, en l'occurrence Joël. Donc je passe des heures au téléphone avec lui et il m'indique étape par étape ce qu'il faut faire. Donc là il m'a dit qu'il faut dévisser ces écrous borgnes. Donc vous vous doutez que je l'ai fait avant de faire la vidéo, mais je fais comme si je faisais en direct avec vous. Donc là voilà, j'enlève celui-là, hop, et voilà ce qu'il y a dessous, surprise. Donc là je récupère tout de suite la rondelle pour ne pas la perdre. Et à ce stade, quand j'ai fait ça, je ne savais ni à quoi ça servait, ni comment ça marchait, ni qu'est-ce qui manquait. Enfin bref, là on voit qu'il y a le fameux trou, mais le trou, je sais pas, il faisait passer un fil, mais je sais pas où allait le fil, j'en sais rien. Et donc là c'est pareil, je vais dévisser. Donc bien sûr j'ai dévissé avant avec une pince, parce que là ça s'enlève facilement parce que je l'ai fait avant. Donc hop, et là vous voyez que les vis elles tiennent. Donc là déjà ce que je vais faire une pause, parce que plus j'ouvre, plus je vois de la merde. Donc il y a encore plein de poussière, donc moi je vais passer déjà un coup d'aspirateur là-dessus pour nettoyer ça au pinceau. Et je vous reprends après pour vous expliquer ce que Joël m'a appris. En exagérant à peine, le seul truc que je sais faire, c'est nettoyer. Donc là j'ai nettoyé celui-là, je vais aller nettoyer celui-là. Et là je passe l'aspirateur. Par contre, j'y vais super doucement pour ne rien casser. Et là, j'ai aussi passé l'aspirateur, j'en profite pour repasser dans le condensateur variable là. Et regardez le genre de joyeuseté que j'ai là-bas dessous. J'ai des cocons, je sais pas quoi, donc là j'ai déjà sorti de la merde. J'en ai encore plein là-dessous, donc là c'est très dur à attraper avec l'aspirateur parce que ça me gêne. Alors là pour la vidéo, je suis désolé, j'ai un petit peu triché parce que c'est pas facile de restaurer et de tout filmer en même temps. Parce que vous vous doutez bien que je ne filme pas en temps réel tout ce que je fais. C'est-à-dire que d'abord je le fais et après je filme. Et du coup, là quand j'ai filmé le fait que j'ai enlevé ce capot là, eh bien avant j'ai oublié de remettre ce qu'il y avait au fond. Donc je l'ai remis ici, mais celui-là volontairement je le laisse là parce que c'est important. En fait, j'ai trouvé 6 plaquettes qui étaient tombées comme ça au fond, qui étaient au fond. Donc ça explique pourquoi justement les vis qui étaient sur celui-là, qui se mettaient là, en fait elles étaient dans le vide. Parce qu'il n'y a rien pour visser. Alors que celles-là, elles tiennent, parce que dessous justement, il y a ces lamelles. Alors il se trouve que ces lamelles, ce sont des condensateurs variables. Et il y en a 3. Donc il y a 2 paires de 3. Et dessous ira la plus grosse lamelle. Au milieu, c'est un ressort. Et ça, c'est la 3e lamelle. Et en fait, ça fait office de condensateur. Et c'est variable, parce que ça va dépendre de l'écartement entre les 2 lamelles. Et c'est le ressort qui va faire office d'écarteur. Voilà. Donc quand on viendra visser au-dessus, là, eh bien, ça fera plus ou moins serrer les 2 lamelles. Et ça augmentera la capacité du condensateur. Donc ce sont des condensateurs variables. Il y en a 2. Il y en a un qui sera là-dessous et un qui sera là-dessous. Donc tout ce que je vous dis là, c'est Joël qui me l'a appris. J'ai vu qu'en regardant sur celui-là qui est intact, la lamelle du dessous qu'on voit, c'est la plus grosse, la plus épaisse, celle-ci. Donc je me doute après qu'entre les deux, il y avait le ressort et celle-là est la 3e lamelle dessus. Et Joël m'a confirmé que ça se met bien comme ça. Et là, il m'a dit pour les remettre, tu vas galérer, tu vas être obligé de dessouder les 4 fils, parce que là, on voit qu'il y a 4 fils, 2 devant et 2 derrière. Après, il faudra que je dévisse ici, que je sorte,
C'est comme la matière des vieux isolateurs. Je ne sais pas ce que c'est, de la céramique, je pense. Et là, à ce moment-là, je pourrais remettre ça et revisser et ressouder. Donc ça m'embête de dessouder, mais il m'a dit, t'as pas le choix, si tu n'y arriveras pas à les remettre, c'est trop merdique. Et puis quand j'ai ouvert celui-ci, cette patte-là était en l'air, elle était tirée comme ça, parce qu'en fait, c'est que quelqu'un a dû tirer sur le fil, c'est pour ça qu'il a d'ailleurs cassé. Donc ça a levé la patte comme ça a cassé le fil. Donc là, il faut que je la redescende. Et du coup, le fil, là, c'est là que je vais vous montrer. J'ai encore un autre gros problème. Je vais zoomer. Ici, j'ai du fil bobiné. Et en fait, c'est du fil de Litz. Et voilà où il est cassé. Et en fait, il venait se prendre ici. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai enlevé un tour pour récupérer de la longueur. Il faudra que je vienne le souder sur cette patte. Le fil de Litz, en fait, c'est du fil émaillé. Il y a très très peu de brins. Peut-être que 3-4. Et c'est super super fin. Et pour enlever l'émail, il m'a dit surtout ne prends pas une flamme parce que tu vas faire fondre tes brins de cuivre. Donc ce qu'il faut faire, c'est carrément avec faut mettre de l'étain dessus avec ton fer à souder. Petit à petit, l'étain va prendre et puis après, tu pourras venir le souder. C'est pas gagné, je ne sais pas si je vais y arriver, mais il m'a dit si, tu vas y arriver. Donc je lui fais confiance. Alors maintenant, je vais vous parler de ça. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Je ne vous cache pas qu'il y a 1 heure, je ne savais ni ce que c'était, ni à quoi ça servait. Donc je vais tout simplement lire mon papier, des notes que j'ai marquées de ce que Joël m'a dit. Il m'a dit que ce sont des transformateurs d'impédance pour fréquence intermédiaire ou moyenne fréquence. Ça permet de coupler 2 tubes ensemble avec une isolation galvanique. C'est un couplage magnétique inductif. Ils contiennent chacun un filtre LC. Donc on a vu que là-dedans il y avait le condensateur variable. Là c'est la bobine. Et ce filtre LC va résonner, il est prévu, il doit résonner à la fréquence de 135 kHz. Alors pour l'instant, je ne sais pas qu'est-ce qui produit cette fréquence de 135 kHz. Je ne sais pas où c'est que ça se produit. Est-ce qu'il y a un oscillateur? Est-ce que c'est ce tube-là qui est là derrière? J'en sais rien du tout. Alors le rôle aussi de ça, c'est de transférer de l'anode d'un tube à la grille d'un autre tube, le fameux 135 kHz, en l'amplifiant fortement en tension. Et ça sera justement les petites vis là qui permettront d'ajuster la fréquence de résonance de notre filtre LC. Puisque là, on viendra régler le condensateur variable. Voilà, je suis désolé, j'en sais pas plus là-dessus. C'est tout ce que je peux vous dire sur ces 2 composants-là. En résumé, je vais devoir replacer les 2 condensateurs variables là-dessous. Donc pour ça, il faudra que je dessoude les 4 pattes pour sortir ça, fixer le condensateur variable, le revisser et ressouder. Et puis ici, ressouder le fil de Litz à cette patte-là. Puis après, je verrai plus tard pour remettre des fils. Donc pour celui-ci, a priori, c'est sur cette patte-là. Sur celui-là, pour l'instant, je ne sais pas sur quelle patte était le fil. Peut-être que je peux retrouver un truc arraché. Non, je vois pas de trace de... Ouais, contrairement à là où on voit que le fil il est resté ici. Là, je vois rien du tout pour l'instant. Bon, je demanderai à Joël, il doit savoir ça. Heureusement, j'ai mon joker, l'appel à un ami. Alors là, j'ai tellement pas envie de dessouder les 4 fils que je vais tenter un truc. J'ai retourné la radio. Et je suis en train d'essayer de remettre les lamelles. Donc là, j'ai réussi à les repositionner, celles qui sont ici, les 3. Maintenant, il me reste à remettre la vis par en dessous, donc c'est pas gagné. Si j'y arrive, je refais pareil pour celui-là et ça m'aura évité de dessouder ces 4 montants là. J'en reviens pas, je suis arrivé à en remettre une. Dessous, il y a les 3 lamelles de condensateur. Donc je suis arrivé à en remettre une, donc du coup, je vais pouvoir essayer l'autre. Je suis bien content parce que j'avais vraiment pas envie de dessouder ces lamelles, enfin ces fils là, ces connexions. Bon, j'ai réussi à remettre les 2. L'étape d'après, c'est de ressouder ce petit fil de Litz sur cette patte-là. Avant de souder le fil de Litz ici, Joël me dit vérifie tes condensateurs variables qui ne soient pas en court-circuit. Alors pour ça, je me mets en ohmmètre. Et comme c'est un circuit LC, normalement, je dois trouver juste la résistance de la bobine. Par contre, si le condensateur variable est en court-circuit, je vais trouver moins de 1 ohm. Donc je viens mesurer, j'ai une patte ici, une patte là, pour ce condensateur variable-là. Et puis pour celui-ci, j'ai une patte ici et une patte là. Donc je viens mesurer au niveau des pattes. 12 ohms, apparemment c'est bon. Là, le deuxième condensateur variable. Pareil, 12 ohms à peu près. C'est bon. Et là, juste pour le fun, je vais aller mesurer celui que j'ai pas touché. Ce côté-là, c'est celui où il y a le fil de Litz qui n'est pas coupé.
ben, 11 ohms, donc je retrouve comme de l'autre côté, c'est normal. Et puis là, le fil de Leeds est coupé ici. Donc, ben, normal, over limit, puisque le condensateur n'est pas en court-circuit. Et le circuit de la bobine est ouvert, donc forcément j'ai over limit. Et quand j'aurai ressoudé, je viendrai remesurer. Donc ça veut dire que justement, ben, quand j'aurai fait ma soudure de fil de Leeds, je pourrais venir la contrôler. Je devrais normalement trouver 12 ohms si elle est correcte. Allez, maintenant je vais souder ce fil de Leeds. Il faut que je soude ce fil de Leeds à cette patte. Voilà, je viens de souder mon fil de Leeds à cette patte. Alors comme je vous l'ai dit, il ne faut surtout pas essayer de vouloir enlever l'émail du fil de Leeds parce que ça ferait fondre, enfin avec une flamme, parce que ça ferait fondre les fils de cuivre qui sont hyper fins. Donc j'ai appliqué la combine que Joël m'a donnée. Il m'a dit bah, c'est l'étain qui fera fondre l'émail de ton fil. J'ai fait passer le fil de Leeds plusieurs fois, je l'ai enroulé dans le trou là. Et puis bah, je suis venu mettre de l'étain en laissant chauffer fortement. Donc du coup la soudure a pris. Et pour vérifier que la soudure était bonne, j'ai repris mon ohmmètre et je suis revenu mesurer la résistance ohmique entre cette patte-là de devant et celle qui est derrière. Et j'ai trouvé 22 ohms. Et d'après lui, c'est normal, parce que sur celle d'à côté, j'ai 12 ohms. Les deux pattes de la bobine d'à côté, j'ai 12 ohms aussi. Les deux pattes de l'autre élément qui est comme celui-là, qui est à gauche, j'avais trouvé 12 ohms aussi à chaque fois sur les paires. Et là, je me disais, est-ce que c'est normal que je trouve 22? Est-ce que ça veut dire que ma soudure n'est pas bonne? Mais lui, il me dit, non, non, ça doit être bon. C'est peut-être parce que c'est pas tout à fait la même bobine. Donc tes 22 ohms, ils doivent être bons.